C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les préfets des 12 départements du Bénin étaient à la zone industrielle de Glodjibé. Après le tour du propriétaire, ils ont pu voir les transformations qui s'y opèrent à leur satisfaction. Réunion du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elles sont venues de plusieurs États pour les travaux. Les résultats vont contribuer à renforcer le rôle et la place de la femme. Et puis broder des photographies de femmes, Ishola Akpo sait le faire. Il expose actuellement ses œuvres à la Biennale de Venise. Nous irons dans son laboratoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'art contemporain béninois s'exporte au-delà de nos frontières et dans la cour des grands. Hier jeudi s'est déroulée l'inauguration du pavillon du Bénin à la Biennale de Venise. Plusieurs dizaines de professionnels de l'art, des collectionneurs et un public impressionnant étaient réunis autour de la délégation béninoise à l'Arsenal de Venise. Écoutez le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme sur le bien fondé de l'initiative. Crucial dans la reconnaissance de l'art béninois sur la scène artistique mondiale. Première apparition d'une longue série, puisque le Bénin prend le rendez-vous d'être parmi les pays qui seront régulièrement à Venise, pour ne pas dire qui seront toujours à Venise désormais. Cette première apparition de notre pays permet de positionner l'art contemporain du Bénin et de sa diaspora comme un puissant vecteur de la contribution à la prise en charge des défis qui se posent à notre humanité. Ce travail est pour nous l'occasion de révéler la vitalité d'une création contemporaine profondément ancrée, enracinée dans son histoire, mais qui, par la même occasion, est résolument ouverte sur le monde et sur la modernité. Ce travail, que dis-je, ce projet politique s'appuie sur le génie de nos créateurs d'hier et d'aujourd'hui. Je ne ferai pas la genèse, évidemment, des différentes étapes depuis la restitution des 26 œuvres, en passant par l'itinérance du volet contemporain de l'exposition diptyque que certains d'entre vous avaient eu l'occasion de voir, d'admirer à Cotonou, au palais présidentiel. Donc c'est à travers ces balises que nous posons que le Bénin vient sur cette scène contemporaine mondiale. Le pavillon du Bénin, c'est 4 plasticiens qui la portent avec fierté et qui portent la singularité de la créativité béninoise. Je voudrais ici rendre hommage à Ishola Akpo, à Moufouli Bello, à Chloé Kenom. Ils sont accompagnés évidemment de Romuald Razoumen, l'un des artistes béninois ayant ouvert la voie à la reconnaissance internationale de la création venue du pays des Amazones. Après Romuald Razoumen, voici pour vous aujourd'hui Ishola Akpo. Il fait partie justement des artistes retenus pour la Biennale de Venise. Sa spécialité, broder les photographies de femmes. Ce reportage que vous allez suivre nous plonge au cœur de son laboratoire. Il est signé Ulvaeus Balogun et Benjamin Denayon. Ishola Akpo est un artiste et plasticien béninois qui fait un travail de mémoire à partir des archives et qui relie la mémoire à l'identité plurielle. Il s'illustre par ses photographies d'art qui entretiennent une frontière floue entre réalité et fiction. Ishola Akpo expérimente différents médiums qui mélangent modernité et tradition.
Ces dernières années, les femmes, notamment celles de pouvoir, font l'objet de ces travaux. Quand je prends le Bénin, on parle de la reine Tassirambert par exemple. Quand je prends l'Angola, on parle de la reine Nzinga. Quand je prends le Sénégal, on parle de la reine Yalande Daté. Et la mémoire collective, en fait, ne se souvient pratiquement pas de l'histoire de ces femmes. Quand vous rentrez dans la tradition, quand vous allez dans nos couvents, c'est la femme qui a la première place. Et ce qui m'a amené à commencer par prendre des archives qui parlent des rois, qui positionnent les hommes et qui parlent de leurs histoires. Et j'ai commencé par découper leurs têtes et à les remplacer par la tête des femmes. Quand on prend ça par exemple, voilà, donc l'histoire pour moi c'est de revenir sur l'archive, de recréer l'archive et de faire ce travail de reconstruction, de collage, de réparation en quelque sorte. Ce qui lui donne d'être surnommé le couturier ou le brodeur de photos, un titre qu'il estime aujourd'hui lié à ses origines. Jusqu'en 2018, je ne faisais pas de collage, je faisais que des photos. Alors, je suis Yoruba et dans ma famille Yoruba, l'activité principale chez les Yoruba, c'est la broderie. Et je me souviens encore quand mon père m'a demandé, quand j'ai abandonné l'école, mon père m'a dit, écoute, tu fais soit de la photographie, soit tu fais de la broderie. Et je lui ai dit, je ne ferai ni l'un ni l'autre. Et après, la photographie m'a rattrapé. Et aujourd'hui, je pense que la broderie est en train de me rattraper aussi. Et l'autre particularité aussi dans mon travail, j'inclus en fait des personnes de ma famille dans mon travail. Et par exemple, sur ce collage, il y a ma mère, et voilà, qui fait partie de ce travail de collage parce que pour moi, avant de questionner la mémoire collective, je questionne ma... Ishola compte bien rester fidèle à sa trame emblématique. Le thème retenu par le Bénin s'y colle aussi bien. Tout ce qui est précieux est fragile. Ça va être un travail qui va questionner la mémoire de nos femmes d'aujourd'hui et de nos femmes d'hier. On promet de la surprise. Les membres du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sont au Bénin. Elles sont venues de plusieurs États et vont pendant 2 jours réfléchir à la place et au rôle de la femme. Les résultats des assises vont contribuer à renforcer le leadership féminin. Les précisions avec Firmin Bassao. Une rencontre de haut niveau réunissant des sections venues de la Belgique, de la France, du Luxembourg, du Québec, de la Suisse, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, pour ne citer que ces pays. Pendant 2 jours, les projecteurs seront allumés sur le leadership de la femme et sa participation à la vie politique. Au cours des 2 jours que dureront nos travaux, les participantes auront l'occasion de confronter leurs idées et expériences autour des questions relatives à la protection des femmes et des filles dans les conflits armés, à la lutte contre la traite des personnes, des droits patrimoniaux des femmes, le corpus législatif sur la budgétisation sensible aux gens, etc. Comme vous le savez, le leadership des femmes et leur participation à la vie politique sont partout menacés. Les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, au sein des assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire. Même si la situation béninoise est particulière et même exemplaire à cet égard, les femmes sont confrontées à 2 sortes d'obstacles sur la voie de la participation à la vie politique. Premièrement, les entraves structurelles qui réduisent encore aujourd'hui les possibilités pour les femmes de voter ou de se porter candidate à un mandat politique.
Le choix porté sur le Bénin pour abriter cette réunion du réseau se justifie notamment par les progrès significatifs notés en matière de représentativité des femmes et par la pluralité d'opinions au sein du Parlement béninois. C'est en effet un secret de polichinelle que je porte personnellement un profond intérêt à la cause de la femme et son plein épanouissement au sein de notre Assemblée nationale. Il est également prévu au cours de cette même réunion une audition sur l'endométriose. Dans ce cadre, des actions seront envisagées pour déconstruire les mythes et les stéréotypes et mettre à la disposition des populations des informations pertinentes afin d'améliorer la qualité de vie des victimes de cette maladie au sein de l'espace francophone. Les préfets des 12 départements du Bénin étaient à la zone économique spéciale de Glodjibé. Ils se sont retrouvés au grand complet pour une visite guidée sur les installations de cette zone industrielle. Arrivé au constat, la délégation avec à sa tête le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodja a dit sa satisfaction. Les détails avec Renaud Akakbo, Bernol Djobé et Arnaud Adadja. C'est pour toucher du doigt les transformations qui s'opèrent dans la zone économique spéciale que les préfets ont sonné cette grande mobilisation. Arrivée sur le site de Glodjibé, la délégation conduite par le préfet Jean-Claude Kodja n'a pas tardé. Elle a été accueillie par Letonji Beeton, le premier responsable en charge de la gestion du site. Cette zone, comme vous le savez si bien, est une initiative du président de la République. Vous, en tant que préfet et préfète, vous jouez un rôle important. Les échanges qui ont ponctué de bout en bout cette séance de discussion ont permis au Collège des préfets d'en savoir un peu plus sur les prouesses réalisées depuis la création de cette zone économique spéciale. Un tour vers le Model Room où la maquette du projet a été présentée et puis la visite des installations. De l'usine du textile à l'unité de confection des vêtements, en passant par les installations ultramodernes de transformation de cajou, aucun pan de ce pôle industriel n'a été occulté. De quoi réjouir le chef de file de la délégation qui voit à travers cette zone industrielle un merveilleux atout pour la prospérité économique du pays. Ici, nous ressortons avec des sentiments de fierté. Nous pouvons dire au terme de cette visite avec conviction que le chef de l'État a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre, la voie du développement, qu'il y a du concret qui se fait, du recrutement social et des milliers d'emplois qui sont créés. Ça se fait sans tambour, sans se faire sans bruit parce que le travail est bien pensé, c'est bien planifié et il y a une très bonne organisation qui met en œuvre donc cette vision éclairée du chef de l'État. Et donc, c'est des préfets comblés, heureux, qui partent d'ici, confiants que vraiment l'avenir sera meilleur pour tous les Béninois. Située à 45 km de Cotonou, la zone économique spéciale de Glodjibé connaît au fil des jours un développement spectaculaire. Des avancées économiques encore moins connues du grand public. Pour le patron de la CIPI Bénin, cette descente de la délégation préfectorale vient à point nommé pour porter le message de sensibilisation à travers l'ensemble des départements. Les préfets désormais et les préfètes seront nos ambassadeurs et ambassadrices auprès de nos populations pour leur dire comment ce pays est en train de changer, comment nous allons pouvoir satisfaire les besoins de nos populations, parce que c'est ça l'enjeu. Devenus des ambassadeurs de la zone économique spéciale de Glodjibé, ces préfets ont pris l'engagement de travailler de concert pour un rayonnement continu de ce pôle de développement économique. Dans le reste de l'actualité, la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil a démarré. C'est une rencontre initiée pour faire le point de la phase du programme de redevabilité mis en place par le Bénin et la Suisse depuis juin 2020. Marcel Betoro et Bénédicte Kosso. Depuis juin 2020, le Bénin a lancé la phase 2 du programme redevabilité pour l'amélioration de la qualité des services sociaux à la base. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. L'UGP, c'est-à-dire l'unité de gestion du programme, a invité les ministères sectoriels à faire, dans un premier temps, les états de lieu
des normes et standards en vigueur dans leurs secteurs respectifs. Et à cet effet, des groupes de travail ont été mis en place. La nouvelle version de ces rapports d'état des lieux a fait l'objet d'une validation finale. Considérée comme fondement d'une gouvernance efficace, la redevabilité est un outil essentiel et un puissant levier de développement d'un pays. Elle favorise la jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens. Elle a visé à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. Le ministre d'État, ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a procédé à l'ouverture officielle des travaux de la dite conférence. L'événement de ce jour, jeudi 18 avril 2024, vient à juste titre et participe du fait de ses objectifs à la réalisation de la mission du gouvernement de doter notre pays d'une administration moderne et efficace. Je suis confiant que les objectifs de cette conférence publique seront atteints. Et c'est donc sur ces mots d'espoir que je déclare solennellement ouverts les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels. La conférence publique sur les référentiels d'évaluation dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil va permettre désormais au Bénin d'avoir un document officiel sur la disponibilité, l'accessibilité, la transparence et la neutralité dans l'accès des citoyens aux services publics. La phase pilote de mise en œuvre du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable dans certaines communes est en évaluation. C'est à travers un atelier organisé par l'Association nationale des communes du Bénin en collaboration avec le réseau des organisations non gouvernementales pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les précisions avec Ghislain Foguet. Un atelier pour évaluer la phase pilote de mise en œuvre du projet Bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, BCPODD. Cette phase pilote concerne essentiellement l'objectif de développement numéro 3, un atelier de dissémination des acquis. Au cœur de l'agenda 2030 adopté en septembre 2015 par les chefs d'État et de gouvernement, y figure l'ODD 3, c'est-à-dire l'ODD santé. Cet objectif vise à donner à la communauté les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. Je voudrais ici reconnaître les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre de cet agenda 2030 au Bénin, notamment les études de spatialisation des cibles des ODD et l'évaluation des besoins pour l'atteinte des ODD au Bénin. Maires, cadres des administrations communales et ministérielles, acteurs de la société civile ont pris une part active aux travaux. La question des ODD et l'atteinte des objectifs n'est plus une question d'une personne, mais de tout le monde. Les travaux ont été bien axés sur l'ODD 3. Si l'homme n'est pas valide, il n'est pas productif. Mais pour qu'il soit valide, il faut qu'il jouisse d'une santé et d'une parfaite santé. La mise en œuvre de plusieurs ODD appelle l'implication des collectivités locales, notamment la santé, la réduction de la pauvreté et des inégalités, l'enfance, la protection sociale, le capital humain, le niveau de vie, l'eau et l'énergie, la diversification économique, la gestion durable des terres, les changements climatiques, le genre, la bonne gouvernance, etc. Cette phase pilote concerne les communes de Banté, Tofo, Grand Popo, Wenhi et Adjong. Le Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole célèbre son 50e anniversaire et plus de 20 ans d'installation au Bénin. À l'occasion, il a initié une journée porte ouverte. Génial Afouda Moussi Agbouka et Bernol Djogbe y ont fait un tour. Voici ce qu'ils nous rapportent. « 50 années d'existence dans le monde et plus de 20 ans d'action au Bénin. Une double raison pour l'IFDC, International Fertilizer Development Center, de faire la fête. Occasion pour l'organisation de lancer la foire itinérante d'affaires dans 3 communes du Bénin. À savoir Dassa, Djougou et
Ndali. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, bénéficiaire institutionnel des interventions de l'IFDC au Bénin, se sent très honoré de compter parmi les témoins de cet important événement et il saisit donc l'opportunité pour adresser ses félicitations à l'IFDC Bénin pour l'organisation de la présente journée. La promotion du secteur agricole à travers notre vision à l'IFDC axée sur des sols et des plantes plus sains pour un monde de sécurité alimentaire, un monde écologiquement durable, montre clairement la direction de nos interventions. Nous nous félicitons d'avoir directement impacté dans l'année 2023 34 000 producteurs. La troisième phase de ACMA est essentiellement orientée vers le nord du Bénin pour aussi contribuer à la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité dans ce parti du pays. Après la première année de mise en œuvre de cette troisième phase, je peux vous rassurer que la bonne dynamique du projet ACMA est plus que maintenue. Nous espérons même plus de résultats que par le passé. L'un des programmes mis en œuvre par l'IFDC est l'approche communale pour le marché agricole ACMA Phase 3, un programme financé par le Royaume des Pays-Bas près le Bénin pour une durée de 5 années. Le 25 avril prochain, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme. À cette occasion, le Bénin va officiellement lancer la campagne nationale de vaccination contre ce mal qui fait ravage. Sur une émission matinale, le directeur de la vaccination a parlé de ce remède, de la cible et des avantages pour la survie de la population. Voici un extrait de ses propos avec Jérôme Humbo. C'est un vaccin innovant qui rentre dans l'arsenal des mesures préventives de lutte contre le paludisme et nous sommes actuellement à pied d'œuvre pour que nos enfants bénéficient désormais de cette stratégie de lutte contre le paludisme afin de réduire la mortalité et la morbidité qui est liée à cette maladie. Le vaccin a déjà été utilisé dans 3 pays à grande échelle, plus de 6 millions de doses, 2 millions d'enfants vaccinés. Et les données que nous avons en termes de résultats, c'est que ce vaccin utilisé avec toutes les mesures préventives actuelles de lutte contre le paludisme peut permettre de réduire jusqu'à 75% les épisodes paludisme chez les enfants qui ont été vaccinés. Et il y a aussi, en termes de chiffres, que ce vaccin permet de prévenir près de 32% des hospitalisations pour cas graves et permet de réduire d'au moins 13% la mortalité infantile de façon globale. C'est un vaccin qui a eu un long chemin, plus de 20 ans avant d'être mis au point, vu la complexité du germe, vu aussi le fait que ce n'était pas facile d'arriver à développer un tel vaccin. En termes de spécificité, le processus de développement du vaccin est similaire au vaccin que nous utilisons déjà dans le programme élargi de vaccination. Donc ce n'est pas un processus différent des anciens vaccins que nous avons déjà. C'est un vaccin inactivé, c'est un vaccin qui peut être administré avec les autres vaccins en plusieurs séries, donc notamment pour le cas d'espèces, 3 séries primaires avant la première année de vie, et une injection après au cours de la deuxième année de vie pour avoir une protection maximale pour l'enfant. La cible concernée, c'est des enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 23 mois. La première année de vie, donc de 6 à 11 mois, nous donnons les 3 injections, comme on le fait d'habitude aux enfants au cours de la première année de vie. Et il y a une deuxième dose de rappel qui est donnée à 18 mois. Donc c'est pour ça que la tranche d'âge est cadrée entre les 6 mois et les 24 mois. En première intention, c'est destiné aux enfants. Maintenant, un adulte qui se retrouve en situation d'immunité similaire à l'immunité d'un enfant, donc les adultes qui ont perdu leur immunité naturelle, acquise avec le temps, peuvent effectivement, dans ce cas, reprendre leur immunité à travers une vaccination. Le plan de déploiement de ce vaccin se fera par phase. Donc nous allons prioriser les zones où il y a une forte transmission de cas de paludisme. Il y a beaucoup de cas de paludisme et beaucoup de décès. Donc il y a une cartographie du pays qui est faite en termes de risque de paludisme et le déploiement se fera progressivement
au prorata de la disponibilité des doses de vaccins en partant des zones à risque très élevé vers les zones où le risque est moins élevé. Le 25 avril, où nous lançons l'introduction de ce vaccin, nous allons démarrer avec 3 zones. Banikwara dans le nord, Savalubante dans le centre et Alada Tofosé au sud. Après, 3 mois plus tard, nous allons intégrer 13 autres zones sanitaires qui sont à risque également élevé et nous serons à 16 zones sanitaires sur les 34 que nous avons. Et ensuite, nous allons enrôler les 14 autres zones sanitaires dont le risque n'est pas aussi élevé que les 16 zones sanitaires que je viens d'évoquer. 3 jeunes artistes plasticiens béninois encore méconnus ont été coachés par 3 grands artistes plasticiens bien connus, Ludovic Fadaïro, Dominique Zimpé et Charlie Dameda. Sous l'égide de l'Institut français du Bénin, un projet de résidence de création a permis aux 3 jeunes plasticiens Anne-Marie Akplogan, Keira Zato et Renaud Agbemandon d'être bien encadrés. Le projet a accouché d'une exposition d'œuvres d'art. Voici celle de Agbemandon avec Daniel Ada, Jules Akweikou et Patrick Diossou. Je m'appelle Agbemandon Renaud. Agbemandon, jeune plasticien au don de calcul d'art. Boute amende honorable dans la sphère des mathématiques et goûte l'amande douce de l'atmosphère de l'arithmétique dans ces tableaux. Je fais des mathématiques, un peu la mathématique. Dieu t'a donné le cerveau de calculer. Ça dit, tu dois toujours calculer dans tout ce que tu fais. Des tableaux qui se forment à partir d'ardoises et de tableaux d'études effaçables comme espace peint. Si tu es l'homme, dès que tu te réveilles le matin, tu dois calculer, ça c'est forcé. Une peinture qui déforme sa surface en espace de réflexion sur les calculs. Je dois réussir ma vie comme quoi? Construire la maison, acheter des parcelles, faire la famille, belle famille, moi-même je serai propre, tout. Mais avant de faire toute cette vie, il te faut beaucoup de calculs dans la vie. Des calculs qui informent sur les angoisses, hantises, emprises et envies de la société, comme sur ce tableau-ci, ici. Je suis vraiment content de m'exposer ici parce que je ne m'attendais pas. C'est une grande joie pour moi. Et c'est à cause de mes calculs à faire que je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne peux pas. Ici, à l'IFB, Institut français du Bénin à Cotonou, Agbemandon performe dans le triplé de jeunes plasticiens au programme de l'exposition intitulée « Nouvelle génération » du 4 avril au 4 mai 2024. Ce tableau maintenant, son titre c'est la Terre. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai dit la Terre. Parce que dans cette vie, moi, ça me plaît bien évoluer, à avoir une parcelle. Et je construis sur ça. C'est château, le titre de ce tableau. C'est château. Pourquoi je dis château? Parce que vous voyez, j'ai construit, j'ai fait un dessin un peu. Moi, ça me plaît bien de devenir riche, construire un château. Cette exposition transforme en restitution le trio mensuel de résidence de création pour Agbemandon à l'atelier Simpé, Sia Fina Fab Djadjo à Abomey-Calavi. Lieu édénique du parrain Dominique Zimpé, magnifique maître en art plastique. Il y a plus de mots à dire. Nous allons maintenant découvrir encore à nouveau leur créativité, tout simplement. Cette initiative doit être répétée ailleurs. À l'état civil, Renaud Agbemandon se réforme à Calavi. À l'état artistique, Agbemandon Renaud renoue en forme avec le renouveau. Qu'est-ce don de dessiner des lignes géométriques en algèbre et de résoudre des équations algébriques en géométrie pour en faire un spécifique art plastique à l'international. Faisons à présent le point de l'actualité internationale avec Alexandra Dioton. Des millions de personnes au Malawi sont confrontées à de graves pénuries alimentaires selon le Programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. Les conditions météorologiques, notamment des sécheresses et des précipitations irrégulières, en sont les causes. La situation du Malawi reflète les problèmes similaires auxquels sont confrontés les pays d'Afrique australe, y compris la Zambie voisine.
À Bruxelles, capitale belge, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne entament leur deuxième journée de travail dans le cadre d'un sommet européen extraordinaire. L'accent sera mis sur l'économie et l'avenir du marché commun européen avec des discussions autour du rapport présenté par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. Des moyens d'alléger le lourd fardeau de la dette des pays en développement peuvent être rapidement mis en œuvre, selon la chef de l'ONU Commerce et Développement, ex-PNUSED, Rebecca Greenspan, dans une interview à l'AFP. Je cite, « Nous avons des flux financiers qui vont du sud vers le nord. Pour moi, c'est comme une transfusion sanguine à l'envers. » Fin de citation, explique-t-elle. La chef de l'ONU Commerce et Développement plaide aussi pour un mécanisme international pérenne de restructuration. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.